Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'asthme est une maladie chronique qui se caractérise par des crises récurrentes où l'on observe des difficultés respiratoires et une respiration sifflante et dont la gravité et la fréquence varient d'une personne à une autre. Bien qu'on en sache beaucoup plus aujourd'hui sur cette maladie, les spécialistes et autres médecins n'ont pas encore complètement élucidé les causes de l'asthme. Cependant, c'est une évidence que cette maladie touche les personnes de tous âges et c'est d'ailleurs les plus jeunes qui en sont les plus atteints. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Vous l'auriez compris, le thème de ce numéro de votre émission Santé Plus est l'asthme que nous passons au scanner du docteur Ablo Prudence Wachino. Il est médecin pneumologue. Bonjour docteur Wachino. Bienvenue sur ce numéro de Santé Plus. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je vous salue et à travers vous, j'adresse mes salutations à tous vos collègues de l'ombre qui nous permettent de tenir cette émission. Et évidemment, je salue tous vos téléspectateurs. Pour commencer, je vous invite, chers amis téléspectateurs, à suivre l'actualité sanitaire en bref dans le monde. C'est dans Actu Santé. Au Bénin, à la date du 5 novembre 2020, on dénombre officiellement 2781 cas confirmés, 2515 guéris pour 43 décès. Mise en place de bureaux d'écoute et d'information au profit des entreprises ayant soumis leurs demandes pour bénéficier des mesures de soutien du gouvernement face à la COVID-19. La liste complète des bureaux est consultable sur le site du ministère de l'Économie et des Finances. Et puis, cette crise continue de prendre de l'ampleur. On dénombre plus de 51 millions de cas de coronavirus dans le monde et 1,28 million de décès. Le nombre de nouveaux cas bat de records dans le monde et dans toute l'Europe qui se reconfine pendant que des cas explosent aux États-Unis. Pendant que la propagation du coronavirus s'accentue dans le monde, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Il s'agit du nouveau vaccin Pfizer contre la COVID-19 dont la première analyse intermédiaire de la phase 3 a été concluante. Une annonce faite par l'américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech. Une bonne nouvelle qui suscite quand même des interrogations, voire des doutes dans le monde scientifique. Des interrogations qui doivent être prises en compte dans la suite des essais. Tour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Comme nous avons l'habitude, nous allons d'abord écouter quelques citoyens qui se prononcent sur la thématique du jour. L'asthme est une maladie respiratoire qui est souvent causée par une certaine prédisposition génétique parce que il me semble un peu héréditaire. Je sais que l'asthme est une maladie respiratoire, mais je ne maîtrise pas plus. L'asthme, c'est une maladie vraiment mortelle. Et celui qui souffre de l'asthme, si on ne le prend pas en charge, vraiment, ça l'amène à la diastole. C'est-à-dire l'arrêt momentanément de la respiration, ce qui conduit à la mort. C'est une maladie qui se manifeste comme la toux et manque de respiration. C'est ce que je comprends de l'asthme. Ils ont du mal à respirer. Ils ne supportent pas l'humidité, les milieux pas trop propres. Bon, c'est tout ce que j'en sais. C'est l'essoufflement. Il y a l'essoufflement qui accompagne parfois les crises d'asthme. Il y a aussi bon, à part l'essoufflement, je ne sais plus trop. Il y a d'autres qui disent que c'est héréditaire. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce que je n'ai pas fait une étude sur ça. C'est pas héréditaire, je ne sais pas. Je me dis bien que ça doit être héréditaire l'asthme.
pour pouvoir prévenir, pour éviter les crises. Généralement, les matins, comme ça, il ne faut pas se lever pieds nus, il ne faut pas prendre de l'eau glacée comme ça, ou bien de ne pas rester sous la rosée. Ça permet d'éviter, de prévenir essentiellement l'asthme. Docteur Prudence Wachino, votre commentaire par rapport à cet élément témoin? Alors, cet élément témoin est très riche et j'ai vu que ceux que vous avez interrogés, ils connaissent pas mal de choses sur l'asthme. Ils ont rappelé globalement quelques signes, quelques facteurs de risque. Ils ont rappelé également le danger que cela peut constituer. Et je pense que au cours de cette émission, nous allons essayer de détailler chacun de ces éléments pour permettre à vos téléspectateurs d'avoir, on va dire, les notions justes et surtout savoir comment est-ce que lorsqu'on a de l'asthme ou lorsqu'on a un parent, un enfant qui est asthmatique, comment est-ce qu'il faut gérer au mieux les choses pour permettre à la personne d'avoir une qualité de vie acceptable ou optimale. Alors, j'ai envie de vous demander tout de suite, après avoir écouté ces quelques citoyens qui se sont prononcés, c'est quoi l'asthme, docteur? L'asthme, la définition, vous avez commencé dans vos propos introductifs à nous donner un aperçu de la définition. Alors, l'asthme est défini comme une maladie inflammatoire, chronique des voies aériennes, qui va se manifester par des symptômes respiratoires tels que la toux, la gêne respiratoire, des sifflements et une oppression thoracique. Et ces signes auront la particularité d'être variables en intensité et dans le temps. Cette définition résume tout ce qui va se passer. Juste pour vous donner quelques précisions par rapport au contenu de cette définition, quand on dit des symptômes qui varient en intensité et dans le temps, cela signifie que je peux voir un patient asthmatique aujourd'hui, je l'ai vu à 8 heures, il allait très bien. Et puis à 10 heures, je le vois, il est dans un état respiratoire difficile, il a du mal à respirer, il suffoque pratiquement. Et puis je le revois à midi, tout est rentré dans l'ordre, avec ou sans traitement, je suis certain. Et donc c'est cette variabilité dans le temps, également cette variabilité en intensité, parce que la crise que le patient a faite aujourd'hui n'aura certainement pas la même intensité que ce qu'il fera demain ou après-demain. Donc voilà, grosso modo, la définition qui est retenue. Il y a beaucoup d'autres, mais c'est celle-là qui fait la synthèse des différentes notions qui sont connues actuellement. Et dans le développement, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur certains autres points. Alors, docteur, quelles sont les causes de l'asthme? Alors, les causes de l'asthme, habituellement, nous préférons ne pas parler de causes de l'asthme. Nous préférons plutôt parler de facteurs de risque d'asthme. Et ces facteurs de risque, on les distingue en deux grands groupes. Il y a des facteurs de risque individuels et des facteurs de risque environnementaux. Parmi les facteurs de risque individuels, on distingue en première position la prédisposition génétique. Et un des citoyens ou concitoyens que vous avez interrogé a bien insisté sur cela, prédisposition génétique. Et cette prédisposition génétique, ça fait... Alors, il y a quand même une distinction à faire entre la prédisposition génétique et le caractère héréditaire. La prédisposition génétique, ça veut dire lorsque j'ai des parents qui sont asthmatiques, en fait, ça me prédispose à développer de l'asthme. Mais ça ne fait pas que je vais forcément développer de l'asthme. Lorsqu'on a un parent, un des deux parents qui est connu asthmatique, le risque ou la probabilité pour qu'un enfant soit asthmatique, il est de 20 à 30%. Si c'est les deux parents, ce risque-là est doublé et il passe de 40 à 60%. C'est un risque. Je vais revenir sur cette notion-là tout à l'heure, c'est important. Donc, prédisposition génétique, ça on l'a dit. Ensuite, il y a la notion d'atopie. La notion d'atopie, en fait, ça renvoie à l'allergie. C'est en fait la capacité de notre organisme à sécréter de façon anormale ou de façon exagérée des substances qu'on appelle des IgE face à des stimuli
face à des allergies, à des allergènes. Et donc, l'organisme va sécréter de façon trop importante. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Si vous mettez, là où nous sommes là, si vous mettez de l'huile rose sur le feu, et nous allons tous tousser. Si vous le mettez là où nous sommes là, nous allons tous tousser. Mais s'il y a un patient allergique parmi nous, lui, il va tousser aujourd'hui. Demain, il continuera à tousser. Après, demain, il sera en train de tousser. Même une semaine après, il sera en train de tousser parce que lui, il va réagir de façon exagérée par rapport à ce stimuli. Donc, la notion d'atopie, elle est importante. La notion, ça renvoie à la notion d'allergie, mais je vais avoir l'occasion de développer ça un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, après, il y a le sexe. On considère que dans l'enfance, le sexe féminin, pas le sexe féminin, les enfants, les garçons feraient beaucoup plus d'asthme dans l'enfance que les filles. Et après, à mesure que l'âge augmente, eh bien, cette prédominance masculine-là va changer. Ça sera plutôt une prédominance féminine, notamment lors de la ménopause. Il y a également des facteurs individuels importants, notamment les conditions socio-économiques défavorables. Les personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté et avec tous ces corollaires, eh bien, c'est des éléments qui peuvent donc constituer des facteurs de risque. À côté de ces facteurs de risque individuels, il faut mettre à côté les facteurs de risque environnementaux. Et ces facteurs de risque environnementaux, c'est d'abord les allergènes. Tout ce qui peut déclencher des allergies chez quelqu'un. Et ces allergènes, on en distingue deux grands groupes. Il y a les allergènes qu'on appelle pneumallergènes. En fait, c'est les allergènes qui vont opérer par voie aérienne. Et puis il y a les trophallergènes, c'est les allergènes alimentaires. Et ces allergènes, on les retrouve un peu partout en réalité. On les retrouve aussi bien à l'intérieur de nos maisons qu'à l'extérieur de nos maisons. À l'intérieur de nos maisons, nous avons les acariens. C'est de la poussière, oui, on peut dire de la poussière, mais si on veut être plus précis, il y a des acariens qui vont trouver leur nid dans les tapis, ou pas plutôt les moquettes que nous avons dans nos salons et dans nos domiciles. Et les divans, beaucoup de choses en tout cas, qui ont, vous avez raison de parler de la poussière, mais quand on va regarder le contenu de ces poussières, là, on va voir beaucoup de choses qui vont constituer donc des allergènes auxquels certains patients peuvent être sensibilisés. Les trophallergènes, vous avez des gens qui vont vous dire j'ai mangé telle chose et puis ça a déclenché ma crise. Mais chaque organisme avec sa spécificité. D'accord ? Alors, ensuite, il y a la pollution atmosphérique. Et cette pollution peut être à l'intérieur des maisons. Et c'est là que la poussière trouve sa place. Sur les ventilos. Partout. Sur les ventilos, vous imaginez des ventilos qui ne sont pas bien entretenus, puis donc ça garde de la poussière. Après, ça ventile de l'air, mais ça ventile également de la poussière. Il y a la poussière dans nos habitations, dans nos chambres. Il y a de la poussière dehors également. Et donc, pollution, il faut considérer pollution intérieure et pollution extérieure. La pollution extérieure, on n'a pas besoin de la circulation, dans la circulation, toutes nos les routes pots ne sont pas goudronnées. Absolument. Et donc, cette pollution extérieure également est un facteur de risque important de développement de l'asthme. Et puis, il y a le tabagisme. Le tabagisme qui est un élément fondamental qu'il faut vraiment que les téléspectateurs prennent conscience de ça, que ça peut être un facteur de risque d'asthme, que ce soit un tabagisme actif ou un tabagisme passif. Le passif, ce n'est pas l'individu même qui fume, mais quelqu'un fume à côté et lui donne sa fumée. Donc ça, c'est un facteur de risque important. Et toujours au nombre des facteurs environnementaux, mais on va dire, on les classe un peu à côté, il y a les affections ORL, les affections qui touchent le nez et qui touchent la gorge. Ces affections, en fait, très rapidement, peuvent constituer des facteurs de risque, soit pour déclencher l'asthme ou pour favoriser l'asthme. En fait, cela se fait parce que la muqueuse qu'on a au niveau des fosses nasales, c'est la même muqueuse qu'il y a au niveau des bronches. Et donc, tout ce qui touche les fosses nasales, très facilement, ça peut descendre au niveau donc, des bronches. Un de mes maîtres disait que le nez, c'est la partie du poumon qu'on peut toucher avec un doigt.
parce que c'est le même continuum sur le plan de la muqueuse. Et puis il y a toutes les infections, n'importe quelle infection, que ce soit virale ou bactérienne, qui peuvent donc favoriser l'asthme. Alors, quand j'ai fini de dire ça, c'est important de dire qu'en réalité, l'asthme est la résultante de la rencontre entre un terrain qui est prédisposé et un environnement favorable. Donc, facteur de risque individuel, et à côté de ça, viendront s'ajouter à ces facteurs de risque individuels des facteurs environnementaux. Donc, l'environnement favorable, et c'est les deux cumulés qui vont donc constituer ces facteurs qui vont donner Alors, l'asthme. docteur, comment se manifeste l'asthme? Ou autrement dit, quels sont les symptômes de l'asthme? Les symptômes de l'asthme, ça nous renvoie toujours à la définition que j'avais donnée. Classiquement, c'est la toux. C'est la difficulté respiratoire qu'on peut encore appeler essoufflement. C'est l'oppression thoracique. La personne a l'impression qu'on lui a mis un marteau ou bien quelqu'un est en train de presser sa poitrine. Et c'est les sifflements qui constituent l'élément caractéristique qui permet, notamment lorsque la personne est en crise. Alors, il y a certaines personnes, d'abord, en fait, l'élément principal qui permet de reconnaître un asthmatique, c'est la crise. Je voudrais faire la distinction entre la maladie asthmatique et la crise d'asthme. La maladie asthmatique, en fait, le malade, il est asthmatique et il reste asthmatique. On va parler de l'évolution, j'espère, de comment ça évolue depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est la question qui suit. Alors, quand le patient il est asthmatique, il est asthmatique. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire des crises tout le temps. La maladie est là, et par moment, en fait, il va connaître une phase aiguë. C'est la phase aiguë qui constitue la crise. Il fait sa crise, et puis il revient. Mais ce n'est pas parce qu'il ne fait plus de crise qu'il n'est plus asthmatique. Et puis, ça va rester comme ça. Après, il fait une crise, traité ou pas, ça revient, et ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce que ça va évoluer. Alors j'ai envie de vous demander, docteur, en parlant de l'évolution, comment diagnostique-t-on un patient asthmatique? Voilà. Alors le diagnostic, il est assez facile lorsque on voit le patient en crise. C'est très caractéristique. On voit la personne qui a du mal à respirer, la respiration ne descend pas. Il y a des sifflements qu'on peut même déjà entendre rien qu'en restant à côté du patient, ou bien quand ce n'est pas entendu, nous, quand on examine le patient avec notre instrument qu'on appelle le stéthoscope, on peut aller écouter ces sifflements-là au niveau de la poitrine. Et donc, quand le patient est en crise, on sait qu'il est assez aisé. Mais chez certaines personnes, ça ne va pas se manifester de façon typique par des crises. Ça va être des gens qui vont présenter une toux, le plus souvent une toux sèche, qui dure depuis des mois, depuis des années, qui ne répond à rien. Et cette toux a la particularité de survenir surtout la nuit, empêchant parfois les patients de dormir. Et puis bon, on dit, oh, j'ai une toux, je prends des antitussifs, je prends ceci, alors qu'en réalité, c'est un asthme qui est en dessous. Pour ces cas, c'est un peu plus difficile d'en faire le diagnostic, mais nous savons le faire. Et à côté des symptômes, quand on vient à l'hôpital, le médecin ou le spécialiste, il va s'aider de la mesure des fonctions pulmonaires. Il y a un examen, comme on appelle ça, exploration fonctionnelle respiratoire, et on fait souffler le patient pour mesurer son souffle, et ça nous permet de savoir s'il y a une réduction de souffle. Il y a des manœuvres qu'on fait, et nous arrivons à identifier donc ce qui est derrière au niveau des voies aériennes du patient. Il faudrait que j'explique quelque chose, c'est quel est le mécanisme de l'asthme et comment ça se fait que le patient va faire des crises et que sa respiration va devenir rapide. Il aura une respiration, il sera gêné sur le plan respiratoire et qu'il va siffler. Ce qui se passe, c'est que quand il y a l'asthme, vous savez, chez un individu normal, les bronches ont un calibre bien déterminé. Mais ce qui se passe chez le patient asthmatique, c'est qu'il y a une réduction de la lumière des bronches. Réduction de la lumière parce que, d'abord, les parois des bronches vont s'épaissir. En plus de ça, il y a une sécrétion accrue, une hypersécrétion de muqueuse au niveau de la muqueuse.
Et puis ajouter à tout ça, il y a une hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire le muscle, les petits muscles qui entourent les bronches vont en fait se contracter de façon brutale. Et tout ça, ça réduit encore plus la lumière de la bronche. Et quand la lumière de la bronche est rétrécie, c'est que ça rend difficile le passage de l'air. Et c'est le frottement de l'air dans ces conditions contre la paroi de la muqueuse qui va faire que ça va siffler. Alors, il est important que je rappelle que ceux qui font les crises un peu atypiques dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai décrit, c'est une toux qui est sèche, qui dure, qui ne répond à rien. Il est important que ces personnes puissent consulter pour qu'on tire les choses au clair pour savoir si c'est de l'asthme ou pas, parce que ça peut évoluer après. Ça peut évoluer si on ne prend pas cela en charge correctement, ça peut augmenter en intensité et s'aggraver progressivement. Donc, c'est important de dire cela. C'est important également de dire que le plus souvent, l'asthme va commencer dans l'enfance, le plus souvent. Mais il ne faut pas croire que quelqu'un qui déclenche une crise d'asthme, que quelqu'un ne peut pas déclencher une crise d'asthme à l'âge adulte. L'asthme peut survenir à tout âge. Mais le plus souvent, c'est aux deux extrêmes de la vie. Ça commence à l'âge, dans l'enfance. Et puis, on sait que ça peut, dans son évolution, de façon spontanée, disparaître. Les crises vont disparaître à l'adolescence. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est plus asthmatique. Et puis, c'est plusieurs années après, à l'âge adulte, la trentaine, ou peut-être même la quarantaine, la cinquantaine, que ça va revenir. Et quand vous interrogez ces personnes-là, elles savent bien vous dire que, ah, docteur, je faisais des crises d'asthme dans l'enfance. Et ça nous aide beaucoup, donc, pour pouvoir poser le diagnostic. Alors, docteur, dans un pays comme la France, on parle de 3,5 millions de cas, dont 900 décès. Quelles sont les statistiques au Bénin? Avant de parler des statistiques au Bénin, je voudrais rapidement parler des statistiques au plan mondial pour qu'on se fasse une idée de l'importance et du poids de cette maladie-là. On estime qu'au plan mondial, plus de 300 millions d'individus, exactement 334 millions d'individus, souffrent de l'asthme. Dans notre pays, vous avez rappelé le cas de la France, lequel je ne reviendrai pas. Dans notre pays, il faut avouer qu'on n'a pas des chiffres solides au plan national. Mais nous disposons de chiffres issus de quelques travaux qui ont été réalisés dans certaines villes, notamment à Cotonou, à Porto Novo et à Parakou. Et ces chiffres nous indiquent deux choses. Première chose, c'est que quand on regarde l'évolution dans le temps, il semble que le poids de la maladie est en train d'augmenter. Sur, on va dire, 10-15 ans, on a même l'impression que ça a pratiquement doublé. Je dis l'impression. Parce qu'on banalise cette maladie. C'est pas parce qu'on banalise, mais c'est parce que les conditions environnementales ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 15-20 ans. Vous êtes d'accord avec moi que notre environnement devient de plus en plus pollué. Tout à fait. Et cumuler ou ajouter à d'autres facteurs, ça fait que on voit de plus en plus de cas d'asthme. Alors, donc, première chose que les chiffres au Bénin nous enseignent, c'est que la situation est probablement en train de s'aggraver. Et deuxième chose, c'est que en milieu scolaire, et c'est les chiffres dont nous disposons, on considère qu'environ 15% des enfants sont asthmatiques. C'est un chiffre énorme. Quand on sait quelles peuvent être les répercussions sociales et même professionnelles de l'asthme. Vous savez qu'un enfant, quand il est en crise d'asthme, il ne peut pas suivre les cours correctement. Et s'il en fait de plus en plus, ça va être une source de retard scolaire. C'est même une source de développement physique de l'enfant qui fait des crises d'asthme à répétition. Il ne va pas pouvoir se développer correctement. Il va avoir du retard à l'école. Et puis, il va continuer comme ça. Peut-être à l'âge adulte, il est en train de travailler quelque part dans une administration ou ailleurs parce qu'il fait des crises. Il va avoir de l'absentéisme professionnel et ça peut avoir des répercussions socio-économiques énormes. Alors, si vous imaginez 15% de nos enfants à l'école qui sont asthmatiques, c'est quand même un point important. Et ces enfants, ils vont rester asthmatiques toute leur vie.
et les conséquences peuvent être énormes. Alors, l'asthme est considéré comme une maladie chronique qui ne se guérit pas. Est-ce toujours le cas? Alors, c'est une maladie chronique et ça nous renvoie toujours à cette définition. J'ai dit que c'est une maladie inflammatoire, chronique des voies aériennes. Alors, pour le moment en tout cas, on est en science et je ne vais parler que de ce que je sais. On ne sait pas guérir l'asthme. On ne sait pas guérir l'asthme. Parce que quand vous comprenez la physiopathologie, enfin le mécanisme que j'ai décrit tantôt, c'est que le malade, cette inflammation au niveau de la mucose bronchique, elle est permanente. Et donc, que le malade fasse des crises ou pas, elle est permanente. Et c'est lorsque le malade va rencontrer des stimuli ou des choses qui vont déclencher la crise, qui va faire la phase aiguë. Il revient à sa phase de base, mais l'inflammation de la muqueuse, elle est toujours là. Et à tout moment, il peut toujours faire des crises. Donc, en résumé, pour le moment, on ne sait pas guérir de l'asthme. C'est ce que je peux vous répondre. L'asthme de nos jours, est-ce que ça se soigne? L'asthme se soigne parfaitement. Et pour revenir très rapidement à la question précédente, est-ce qu'on en guérit? Alors, on n'en guérit pas, mais cela ne signifie pas qu'on va faire des crises de façon répétée tous les jours, difficultés respiratoires, non. Justement, quand c'est bien soigné, l'individu peut avoir une qualité de vie optimale. Il peut vaquer à toutes ses occupations et justement, le suivi et les soins doivent permettre aux patients de ne pas faire des crises à répétition ou de ne pas en faire du tout ou d'en faire très rarement. Et même quand ça lui arrive de faire des crises, ça ne va pas être des crises intenses, ça va être très léger lorsque c'est bien suivi. Et donc, nous savons soigner l'asthme dans notre pays et partout. Le coronavirus est une maladie respiratoire qui présente les mêmes symptômes ou quelques symptômes de l'asthme. Comment faire la différence, docteur? Alors, il n'y a pas de confusion possible à faire entre le Covid-19 et l'asthme. Il est vrai que les deux pathologies partagent quelques symptômes, pas tous les symptômes. Le coronavirus, les principaux symptômes, c'est la toux, fièvre, la fièvre, la difficulté respiratoire. L'asthme, ça va être la toux, la difficulté respiratoire. Il n'y a souvent pas de fièvre dans l'asthme. En fait, il ne devait pas en avoir, sauf si le facteur déclenchant est une infection qui donne de la fièvre. Mais ce qui va fondamentalement permettre de distinguer ces deux affections, c'est que dans l'asthme, c'est une pathologie qui est chronique. Le plus souvent, c'est quelqu'un chez qui a déjà des antécédents de gènes respiratoires avec des sifflements et qui dure depuis. Et surtout, ces symptômes ont cette particularité d'être variables en intensité et dans le temps. Par rapport au Covid-19, qui est une pathologie qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois, et donc, voilà, qui va intervenir avec les symptômes. Mais dans tous les cas, ce que je voudrais conseiller, c'est quand on a un doute, il faut simplement aller consulter. Et je voudrais insister sur par rapport aux sujets qui ont une toux qui dure depuis des mois, depuis des années. Et surtout toux qui a la particularité d'être beaucoup plus intense ou de survenir surtout la nuit. Il faut aller consulter pour voir si ce n'est pas un asthme. Parce que si c'est un asthme, il vaut mieux prendre ça en charge rapidement, très tôt, plutôt que de laisser évoluer et que ça s'aggrave et que l'individu se retrouve avec une crise qui peut l'emporter. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'individu peut faire une crise aujourd'hui, une crise simple, pas trop grave. Mais on ne peut jamais prévoir l'intensité de la prochaine crise. Et on ne sait pas si c'est cette prochaine crise qui va l'envoyer en réanimation ou bien l'envoyer dans des conditions un peu plus compliquées. Vous êtes pneumologue. Quels conseils donnez-vous aux patients ou à toute la population d'ailleurs en cette période de crise? Alors, conseils à donner à la population, je vais essayer de structurer ces conseils-là à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux, dans ce contexte de crise, on ne le dira jamais assez, les gestes barrières, il ne faut pas les banaliser.
gestes barrières, il ne faut pas les banaliser. Il ne faut pas banaliser le lavage des mains, il faut le faire régulièrement. Il ne faut pas banaliser le port de masque. Et il ne faut pas banaliser la distanciation physique et toutes choses qui ont été recommandées par le gouvernement. Pour ce qui concerne les patients asthmatiques, d'abord, par rapport au diagnostic, je reviens dessus, si quelqu'un est en train de tousser ou présente une symptomatologie respiratoire qui n'est pas très claire, qui ne répond pas au traitement habituel, il faut aller consulter pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un asthme. Aux patients qui sont connus asthmatiques, je leur recommande vivement d'avoir un suivi. Ça peut être pas un spécialiste ou pas un médecin, n'importe quel médecin peut faire ce suivi-là, pour leur permettre d'éviter de faire des crises graves qui peuvent être problématiques pour eux. Et je voudrais dire aux patients asthmatiques que par rapport au Covid, à la situation que nous vivons actuellement, il ne faut pas modifier leurs habitudes, surtout s'ils ont déjà un traitement. Il n'est pas question, il n'est pas recommandé d'arrêter ce traitement en se disant, bon, ça m'expose plus à aller faire une maladie à coronavirus. Non, pas du tout. Le traitement, il faut le continuer. J'espère qu'on aura l'occasion de parler rapidement du traitement pour que je donne quelques détails par rapport à ça. Voilà. Donc, je conseille, pour les patients asthmatiques, il n'y a pas quelque chose à changer par rapport à ce qu'ils avaient comme prise en charge. Si c'est un suivi qui est correct, il faut surtout s'astreindre à respecter les mesures barrières qui ont été Docteur Machino, est-ce qu'il y a un lien entre l'asthme et les allergies, telles que le rhume, par exemple? Alors, il peut y avoir un lien entre l'asthme et les allergies. Disons qu'on distingue deux grands groupes. On peut distinguer deux grands groupes. Il y a les asthmes allergiques qui sont dus donc à de l'allergie. Et puis il y a les asthmes non allergiques. Si on prend un individu qui fait de l'allergie, qui fait une rhinite allergique, une rhinite saisonnière ou autre, ou présente d'autres manifestations des allergies, notamment des lésions cutanées, eczéma et autres, et que ce patient est asthmatique, on peut considérer que le sujet, son asthme est dû à de l'allergie. Et donc, il y a un lien effectivement qu'on peut faire chez ces personnes, mais ce n'est pas parce qu'on a identifié une allergie à une substance que forcément c'est cette substance-là qui est à la base de l'asthme que présente le patient. Et je voudrais finir en disant que chez les enfants, dans la grande majorité des cas, c'est l'allergie qui est à la base de leur asthme. Alors, docteur, avant de poursuivre, nous allons écouter quelques témoignages tout de suite. J'ai un petit enfant de 2 ans, 9 mois comme ça. Donc, moi, je ne savais pas que c'était la maladie là. Un jour, on dormait avec son papa, avec l'enfant. Donc, il toussait un peu quoi. Donc, la nuit là, on a vu que la respiration n'est pas bonne. Donc, le papa me disait que d'écouter sa respiration, que ce n'est pas bonne. J'ai dit non, peut-être comme il toussait, c'est à cause de ça. Il m'a dit non, qu'avant, il n'avait pas l'habitude de respirer comme ça. Que le lendemain, de l'amener à l'hôpital. Moi, j'ai dit non, que ce n'est pas quelque chose. J'ai payé les produits. Donc lui-même, il a amené l'enfant là à l'hôpital. C'est en venant ici, quand on est venu ici, là, lâché à l'hôpital Kangezo, à l'hôpital là, qu'ils nous ont dit que est-ce que l'enfant souffrait de l'asthme. J'ai dit non, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Ils m'ont dit, moi-même, j'ai dit, je n'ai pas, son papa aussi n'a pas. Ils m'ont dit donc, que c'est le début. Peut-être que c'est un début d'asthme, que la respiration, ça siffle, ce n'est pas bon. J'ai dit, d'accord, ok. Dans ce temps, en même temps, ils nous ont prescrit les trucs, ils l'ont mis sur aérosol. Donc, on a fait aérosol à plusieurs reprises. Après, ils ont encore, voilà ça, ils ont dit que ça n'allait pas toujours. On a encore fait. Donc, on a fait les soins là pendant au moins 3 jours comme ça. Et ils nous ont relayé ça avec des produits. Je remercie Dieu. L'enfant se porte très bien. Seulement qu'ils nous ont dit, il y a certains trucs là, interdits, nous ont dit. L'enfant ne va pas rester là où il y a les odeurs, comme ça, comme c'est un petit, lui ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas rester là où il y a les odeurs comme ça, pas dans la maison de faire un parfum, peinture comme ça.
il n'y avait pas. Il y a les nourritures là aussi, ils ont dit de ne plus lui donner les arachides et tout ça, les choses glacées. Ne plus lui donner ça. Et souvent, il a l'habitude de dormir sous ventilo. Ça, là, c'est même lui-même, il se lève, il prend ventilo. Mais ils nous ont dit de ne plus dormir sous ventilo. Mais depuis ce temps-là, tout est normal. Donc, ils nous ont encore fait, après l'aérosol, là, ils nous ont prescrit encore un truc là, qui prend là, et avec les ventolis, comme c'est un petit, on place ça. C'est comme un genre appareil là, on place et on lui met ça. Matin, soir, si on met ça, il est à l'aise. Je suis né avec l'asthme. Donc, lorsque j'étais tout petit, je sentais ça. Bon, mon papa fait des tisanes, des produits artisanaux. Bon, je ne sais pas avec ce qu'il prépare ça, mais je prends. Bon, à quelques années, bon, à 10 ans, ça a disparu. Ça a disparu. Bon, à l'âge de 20, 22 ans, ça a repris. Et ça revenait avec force. Vraiment, quand ça déclenche, si vous êtes à côté de moi, vous allez croire que celui-là, bon, qu'il est déjà parti. Parti à l'hôpital. Bon, j'ai laissé les produits artisanaux. Bon, c'est avec les produits de la pharmacie que je traite jusqu'à aujourd'hui. Je prends des médicaments. Bon, souvent, Ventoline, Sabutamol. Docteur Achinou, votre avis? Alors, ces deux éléments que nous venons d'écouter, en fait, confirment tout ce qu'on a discuté. Et ça présente surtout, on va dire, l'asthme chez l'enfant. Parce que la première intervenante nous a décrit un peu la situation de son enfant, les symptômes, quel a été leur itinéraire pour aller au diagnostic. Et elle a surtout dit que depuis que l'enfant prend son traitement, que tout est rentré dans l'ordre. Et il me semble que cet enfant-là est bien suivi. Dans le deuxième élément, on a vu une personne à l'âge adulte qui nous a bien expliqué qu'elle a commencé à faire ses crises d'asthme dans l'enfance, qu'au bout de 10 ans, autour de 10 ans, ça a disparu. Et c'est une évolution classique. Ça disparaît spontanément. Et ça disparaît complètement. Et puis à l'âge adulte, ça va revenir. Et il nous a expliqué tout ce qu'il fait, il a son traitement et tout. Donc tous ces deux éléments, ça nous montre que c'est une réalité, que les gens souffrent. Et le deuxième élément disait que quand il commence à faire la crise, que ça peut être dramatique pour lui-même, mais également pour son entourage. Et je pense que c'est des éléments qui doivent inciter les concitoyens à ne pas banaliser l'asthme, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs proches. On retient donc que l'asthme est une maladie dangereuse. C'est une maladie dangereuse quand on ne la prend pas en charge. Quand c'est bien pris en charge et suivi, l'individu, bien que n'étant pas complètement guéri, il va mener une vie normale, comme tout le monde. Mais quand ce n'est pas pris en charge, eh bien à tout moment, l'individu peut faire une crise grave et il peut même mourir de cette crise parce qu'en fait, c'est que quand il fait la crise, les bronches sont serrées, c'est fermé, l'air ne passe plus. Et si l'air ne passe plus, c'est qu'il n'y a plus d'oxygène. Au cerveau, il n'y a plus d'oxygène au niveau des organes nobles et ce sujet peut s'asphyxier, il peut mourir. Mais je voudrais encore une fois insister sur le fait que lorsque la prise en charge est correctement faite, généralement, il n'y a pas de problème. On va parler du traitement rapidement. Est-ce le même traitement pour les enfants et pour les adultes? C'est l'objectif d'ailleurs de ces témoignages. C'est pour ça que nous avons pris le cas d'un enfant et d'un adulte. Disons que le principe ou les principes du traitement sont les mêmes, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Mais c'est la façon de délivrer ces traitements qui peut être différente selon que ce soit chez un enfant ou chez un adulte. Alors, les bases de ce traitement, c'est deux choses. Première chose, c'est qu'on va donner des médicaments qu'on appelle des contrôleurs. Et ces contrôleurs vont en fait éviter aux patients
de faire des crises d'asthme à répétition. Mais si malgré ces contrôleurs, le patient fait des crises d'asthme, on va lui donner des médicaments de secours. Et c'est un de ces médicaments de secours que le deuxième intervenant a cité en parlant de salbutamol. Mais je voudrais insister sur quelque chose. Ces médicaments, on ne les donne pas voie inhalée. Ce n'est pas voie inhalée pour que ça aille directement au contact de la muqueuse bronchique pour pouvoir travailler. Ce n'est pas par voie orale. Et ce n'est pas par voie injectable. Il nous arrive des fois de donner des médicaments par voie injectable, mais je voudrais dire ici aux téléspectateurs d'éviter, lorsqu'ils sont en crise, d'aller en pharmacie et qu'on leur vende, je ne vais pas prononcer de nom de produit, mais il y a des médicaments, puis on leur fait des injections de corticoïdes retard. Il faut éviter cela. C'est dangereux. Ça ne règle pas fondamentalement le problème de la crise, mais ça les expose à des effets secondaires dramatiques. Ils peuvent devenir diabétiques parce qu'ils se sont fait injecter ces corticoïdes retard. Et on n'a pas besoin fondamentalement de ça pour pouvoir traiter les patients. Alors pour finir, je dirais que ces traitements, on les fait, en fait, il y a des sprays. Des sprays, le salbutamol en spray, ça existe. Et c'est ça, le salbutamol, c'est le médicament qui permet, c'est un bronchodilatateur. Les bronches sont serrées, on a besoin d'ouvrir les bronches. Donc on donne un bronchodilatateur et celui qui est le plus couramment prescrit, c'est le salbutamol en spray qui existe sous plusieurs noms commerciaux. Alors, en fonction du degré de sévérité de la maladie asthmatique, on peut décider de donner ce que j'ai appelé les médicaments contrôleurs, toujours par voie inhalée, et en fonction donc de la sévérité, on va ajuster la posologie. Ou bien, si on considère que l'asthme de l'individu n'est pas très grave, on peut dire, OK, on ne lui donne pas de contrôleur, mais il a le spray de secours, et dès qu'il fait un phénomène aigu, il fait une crise, on lui indique comment est-ce qu'il va les mettre pour que la crise puisse passer. Mais évidemment, il faut avoir un suivi. Que pensez-vous des patients qui font les deux traitements, traditionnels et modernes? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de richesses dans notre, on va dire, dans la pharmacopée, dans le traitement traditionnel. Je dois avouer ma grande ignorance par rapport à ça, et donc je ne peux pas en parler parce que je n'en sais pas grand-chose. Mais par contre, ce que je sais, ce que je maîtrise et que je fais tous les jours, c'est la médecine moderne. Et ça, je sais comment je peux traiter mes patients. Et je sais que quand ils sont bien traités, ils peuvent vraiment mener une vie tout à fait adéquate. Alors pour ce qui est de faire les deux, je ne peux pas dire si le fait de faire les deux, ça permet de se sentir mieux. Mais comme je l'avais dit, le traitement traditionnel, je n'en sais pas grand-chose, donc je ne peux pas en parler. Avant de prendre rapidement en compte les questions des internautes, est-ce qu'un patient qui souffre de l'asthme doit suivre un régime alimentaire précis? Un régime alimentaire précis, il n'y a pas un régime formaté. J'avais dit tantôt que chaque organisme a sa susceptibilité. Si c'est un asthme allergique, et que la personne a identifié le ou les produits qui déclenchent l'asthme chez elle, eh bien, on va lui recommander d'essayer de retirer cela de son alimentation. Mais ce n'est pas toujours facile à faire, ça. Ce n'est pas toujours facile à faire. Il faut simplement avoir une alimentation qui est saine et qui est équilibrée. Et donc, le reste, en fait, c'est de pouvoir bien suivre son asthme. Et quand on a besoin d'un traitement de fond, donc pour contrôler la maladie, il faut le prendre. Et quand il y a des crises, il faut prendre les médicaments de secours, notamment le salbutamol spray, pour pouvoir donc se tirer d'affaire. Docteur Wachino, à présent, les questions des internautes. Le premier intervenant demande, y a-t-il une corrélation entre la grossesse et l'asthme? Y a-t-il une corrélation entre la grossesse et l'asthme? Je peux répondre en même temps? Tout à fait. Alors, corrélation entre la grossesse et l'asthme, oui. Mais cette corrélation n'est pas directe. Nous avons l'habitude, nous, de parler de la loi des 3 tiers. Quand vous avez une femme asthmatique qui tombe enceinte, il y a 1 tiers des femmes chez qui l'asthme va s'aggraver. Il y a 1 tiers chez qui l'asthme, en fait, va même s'améliorer. Et les crises vont vraiment devenir de moins en moins fréquentes. Et il y a 1 tiers chez qui ça va rester stable, rien ne changera. Mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? On n'en sait pas grand-chose pour le moment. On sait juste qu'il peut y avoir un lien
il peut avoir un lien, ça peut s'aggraver, ça peut s'améliorer comme ça peut rester stable. Le deuxième intervenant, un asthmatique peut-il faire régulièrement du sport ou pratiquer du sport de haut niveau? C'est une question importante. Et je voudrais insister que l'asthmatique peut et doit faire le sport. Le sport est bénéfique pour les asthmatiques. Et il y a dans l'histoire des sportifs de haut niveau qui étaient ou qui sont asthmatiques et qui ont pratiqué tous les sports, du football, du sprint, de la natation, du marathon, mais vraiment des gens qui ont fait du sport de haut niveau et qui étaient asthmatiques. Et je voudrais finir sur cette question en disant et en recommandant aux parents qui ont des enfants asthmatiques de ne pas leur interdire de faire du sport. Le sport est bénéfique pour eux. Il faut simplement que la maladie asthmatique soit contrôlée et que l'enfant soit bien suivi et il peut faire le sport comme tout le monde. Le dernier intervenant, en cas de crise grave à la maison sans inhalateur, comment peut-on prendre en charge le malade en attendant de rallier l'hôpital? Alors, c'est des situations qu'il faut tout faire pour éviter. Quand on connaît quelqu'un qui est asthmatique ou qu'on se sait asthmatique, il faut éviter d'être à la maison sans inhalateur parce qu'on ne peut jamais prévoir quand est-ce que la crise peut arriver. Alors, si jamais on se retrouve dans une situation comme ça, c'est qu'il faut courir dans le plus proche hôpital pour pouvoir être pris en charge parce qu'à la maison, il n'y a pas grand-chose qui puisse aider donc, à ouvrir les bronches de cet individu-là qui est en crise parce que les bronches sont serrées. Docteur Wachinou, votre mot de fin. Alors, je voudrais vous remercier, Madame la journaliste, et je remercie Eden TV de m'avoir donné cette occasion de parler d'une pathologie qui fait, je dirais, des ravages et qui a beaucoup de conséquences socio-économiques et qui, me semble-t-il, est encore peu connue ou mal connue dans notre pays. Je voudrais dire aux patients qu'il est possible de prendre en charge l'asthme dans notre pays. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et je voudrais surtout leur conseiller d'avoir un suivi, qu'il soit en crise d'asthme ou crise répétée ou pas. Il faut se faire suivre par un médecin et quand on le fait, on peut avoir une qualité de vie tout à fait optimale. Voilà qui met un terme à cette émission, mesdames et messieurs. Nos plateformes Facebook, Twitter et YouTube sont à votre disposition. Faites-y un tour pour découvrir le prochain thème de Santé Plus et y laisser vos différentes préoccupations. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.